Allez, de retour dans le Fighter Club Sunday, on va passer à la partie MMA. On a parlé beaucoup de judo, je vous l'ai dit, on va aussi parler de l'UFC, de John Jones, qui ne combattra plus dans l'organisation américaine, et de l'UFC Fight Night hier en Azerbaïdjan. Mais avant ça, on va parler Hexagone MMA, parce que Jérôme Pourruit est avec nous. Ça va toujours, Jérôme? Ah ben ça va, écoute. Ouais, t'as la forme? Ça va, ça se passe bien. Quand t'es à Paris, tu te sens bien? Toi, t'es Toulouse, normalement. Est-ce que ça va? Tu te sens bien quand tu viens nous voir? Bah écoute, quand on est bien entouré, ouais, c'est vrai. Ça se passe bien. T'as l'habitude de voyager aussi maintenant avec l'Hexagone, hein? Un petit peu, ouais. On fait les 6 coins de l'Hexagone, comme je le dis. Ouais, exactement. Bon, en tout cas... Tu prends de la Belgique, là, maintenant. Et la Belgique, ouais. Belgique, t'as déjà fait beaucoup de pays. Les Pays-Bas, ces années. Exactement. Donc, on a fait 3 pays différents en dehors de la France. Donc, ça aussi, ça fait partie des objectifs, des envies de, on va dire, d'être en Europe. Ouais. J'avais tenté un adjectif. Oh, mais tu peux y aller. Bah, tu sais quoi, on va regarder notamment ce qui s'est passé pour Walid Tandia hier soir. Tu vas pouvoir retrouver l'adjectif si tu veux. Et en plus, on va parler tout à l'heure des potentielles avancées que vous avez encore envie de donner à Hexagone MMA et sur ce qui s'est passé sur la première partie de l'année 2025. En tout cas, il n'était pas en combat principal de cet Hexagone MMA 31, mais comme à chacune de ses sorties, tout le monde attendait Walid Tandia. Hier soir, à Courtrai, en Belgique, il disputait son 3e combat pro contre Celle Walizada. Au commentaire, Anthony Sterpini et Lucie Berthaud. Là, il joue avec, hein. Il y a un niveau d'écart, on dirait carrément qu'il y a une catégorie d'écart entre les deux hommes. Mais il peut rien faire en fait parce qu'il a contrôlé le bras opposé, donc il lui a mis le bras en écharpe. Ah, c'est terrible. Et ça, encore un coup de coude. Ah, ouais, là, il va arrêter l'arbitre. Il l'a allongé. Ah, faut qu'il soit vraiment plus agressif, hein. Walid Tandia. S'il va de plus en plus vite, il va pouvoir l'arrêter. Il a plus envie, C'est terminé. Ah, il l'arrête. L'arbitre, c'est une victoire pour Walid Tandia. Sa 3e victoire en professionnel et son premier finish en carrière professionnelle. Et ouais, Jérôme, 3e combat pro pour Walid Tandia. Énorme carrière amateur avant. C'est vrai que depuis 2 ans et demi, il est partout, Walid Tandia. Hyper actif. En plus, hyper actif aussi dans sa com, hein, puisque je ne sais pas si, Joanne, tu connais Walid Tandia. Ah, je suis bien sûr. Tu suis, ouais. T'as déjà vu, tu connaissais avant qu'il soit... Trash talk et tout. Ouais, tu connais. Tu vois, comme quoi, c'est ça qui fait parler au final. C'est ça qui fait parler. Jérôme, du coup, hier, c'était le premier finish en pro pour Walid Tandia. T'es content de la prestation que tu as vue hier de Walid? Bah écoute, oui, je pense qu'il a compris ce qu'était le monde professionnel. Alors je dis ça de façon bienveillante, bien entendu, parce qu'il avait vraiment envie, au mois de janvier, d'enchaîner rapidement. C'était une promesse que je lui avais faite. S'il n'était pas blessé, tu enchaîneras 21 jours après à Nantes. Et là, il a pris le temps. Je pense qu'il y a quand même pas mal de travail qui a été accompli, notamment sur la patience, sur poser sa boxe, trouver la distance. Donc je dirais mission accomplie sur ce fight. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à apprendre parce que c'est le MMA, donc il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment voilà, sur ces soccer kicks. On va en parler juste après. On va en reparler. Mais oui, ça a été un bon combat, une bonne expérience là pour Wally pour ce 3e fight. Je pense que ses coachs et son management étaient satisfaits de la soirée. Toi, qu'est-ce que tu as vu de Jalito de Walid Tandia que tu n'avais peut-être pas vu sur ses premiers combats pro à Hexagone? Si, j'ai tout vu, j'ai suivi. Ce qu'il a montré hier que tu n'avais pas décelé chez lui. Moi, je trouve qu'il récolte les fruits du temps passé dans la cage. Ouais. C'est ça, les gars qui ont l'habitude de finir très tôt leur combat, arrivent à un moment donné, ils tapent un plafond de verre parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment gagner un combat qui va dans la durée. C'est-à-dire qui va jusqu'au bout, sur 3 rounds. Là, je trouve que, comme tu as dit, il s'est amélioré sur plusieurs axes. La patience et le fait d'asseoir sa domination, c'est-à-dire quand il avait une position dominante, il essayait de capitaliser dessus et rester dessus le plus longtemps possible. Je trouve qu'il a beaucoup travaillé, il a eu un peu de temps entre les 2 combats, il n'a pas si enchaîné que ça, il a eu le temps de travailler sur ses lacunes et on voit que ça a porté ses fruits parce qu'il termine. Il domine le combat de A à Z, il n'a pas été mis en danger une seule fois et il arrive à avoir un finish. Donc c'est de très bon augure pour la suite. On l'a vu sur le premier ralenti, il y a eu un coup interdit qui aurait pu lui coûter très cher. Hein. C'est à la toute fin du premier round. Walid Tandia, il reste quelques secondes, hein, je crois qu'il reste 7 secondes. Là, il met un premier coup au ventre et finalement, il met un coup au visage. C'est un coup interdit et ça franchement, il s'en sort plutôt bien à ce moment-là. Hein. C'est vrai. C'est vrai, parce que en fait, le premier coup, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, et c'est bien d'essayer ça, parce que ça change le jeu.
Ça rapporte un nouveau truc sur la table. Le deuxième, je ne sais pas s'il le rate ou si... En fait, au début, je pensais que c'était l'adversaire qui avait bougé. Mais en fait, il le rate, il vise mal. Vraiment. C'est le problème de l'adrénaline, là. Ouais, voilà. Donc, il voulait vraiment finir le combat. Il aurait peut-être... Ouais, ça aurait pu mal finir pour lui, dans le sens où c'est directement une disqualification et ça fait une défaite. Ouais, c'est pas ce ça, il aurait pu se faire disqualifier. Johan, si tu vas en MMA un jour, tu sauras que tu n'as pas le droit de faire ça. Hein. Ouais, je sais. C'est interdit, ça. Ouais, je sais. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il est, il est très expressif, hein, Walid Tandia. Quand on le voit, c'est ça qui fait, comme tu disais, Johan, que le public s'y attache aussi. Est-ce que tu penses, Jérôme, qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus canalisé dans ses attitudes, dans ses émotions? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors moi, je vais être franc avec toi. Walid Tandia est comme ça dans la vie. Donc, je veux dire, il a envie il s'exprime comme ça, il le vit comme ça. Donc, moi, je dis toujours aux combattants d'être juste eux, en fait, parce qu'il ne va pas jouer à être une version hybride de lui-même. C'est pas ce qu'on lui demande. Donc, effectivement, quand il a le micro tendu, il a toujours des choses à dire. Donc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas le sujet. Il est Walid Tandia et c'est tant mieux pour lui. C'est un vrai personnage. Et un mot pour finir sur Wally, sur ses match-up, 3 combats Hexagone MMA. Parfois, on peut se dire il pourrait aller chercher des mecs un petit peu plus forts, un petit peu plus hauts. Comment est-ce que vous construisez justement ces match-ups, ces affrontements pour Walid Tandia? Alors pour Walid Tandia, la règle s'applique pas vraiment, hein, parce que je te rappelle que le premier fight c'était contre Odena. Il a eu 15 minutes de cage et c'était un combat assez serré. Le deuxième a été extrêmement serré. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il avait perdu et pourtant la décision est allée en sa faveur. Donc en 2 combats, 30 minutes de fight, ça reste quand même assez compétitif. Ouais. Et effectivement, il a été dans le dur dès le deuxième fight, voire le premier. Donc là, effectivement, je pense qu'il a bien dominé son adversaire. On l'a vu, il était nettement au-dessus. Après, voilà, step by step. Donc l'échelon au 4e fight sera d'autant plus challenging. Toi, Jalito, en construction de carrière pro, pour l'instant, c'est cohérent ce que tu vois chez Walid Tandia? Pour moi, j'ai rien à dire sur ça. Le matchmaking d'Hexagone est bien calibré. Ouais. Ça sert à rien de lui mettre des mecs qui sont trop au-dessus ou des mecs qui sont trop en dessous juste pour le faire briller. Ou des mecs trop au-dessus qui sont trop durs, peut-être. Et des mecs trop en dessous qui juste pour le faire briller. Je trouve qu'il a la bonne compétitivité. Les mecs en face, c'est solide. Et on l'a bien vu, hein, comme il a dit Jérôme, sur les 2 premiers combats. Il fait quand même 30 minutes de fight. C'est quand même à souligner. Et ouais, moi, franchement, je trouve que c'est très très bien ce qu'il fait pour l'instant. Et on attend de voir la suite. J'espère qu'il va pas prendre beaucoup de temps entre les combats, mais qu'il prenne assez de temps pour progresser sur là où il a des manques. Bon, en tout cas, le combat principal de cet Hexagone MMA 31, c'était Brandon Brachet contre l'Espagnol Kevin Robledo, un affrontement en catchweight à moins de 68 kilos, qui pouvait permettre à Brachet de prendre une 7e victoire d'affilée. C'est encore Anthony Starping et Lucie Berthaud au commentaire. Oh, il va toucher les tombées. C'est terminé là, ça y est. Il les encaisse trop méchamment et voilà. C'était rapide. Quelle victoire de Brandon Brachet. Ce bras arrière qui vient faire tomber Kevin Robledo. 9e victoire. To the cage, please. Voilà, c'était les moments forts de cet Hexagone MMA 31 en Belgique hier soir. Hexagone MMA qui continue à s'étendre, en tout cas pour l'instant, sur une bonne partie du territoire européen. Et puis, on va en parler tout de suite. Beaucoup de choses à venir. Jérôme Paut, justement, sur ces 6 premiers mois de 2025 pour Hexagone MMA, qu'est-ce que tu retiens de ce que vous avez réussi à faire pour le moment ? Eh bien, écoute, je retiens beaucoup de positifs parce que c'est vrai que ce premier semestre de cette année 2025 est assez exceptionnel pour nous. On a réussi à attirer les futures stars de demain, les pépites comme ils sont surnommés. On voit Paul Dena, on a vu Walid Tandia, je pense aussi à Samba Sima, à Théo Ulrich qui fait partie peut-être de la génération précédente. Mais toute l'équipe de France amateur et maintenant chez nous, je pense aussi à Bafodé Gassama. C'était un de nos objectifs, très clairement, comme de faire le Tour de France des grandes salles, des grandes zéniths,
Si on fait le total des spectateurs qui ont regardé un show Hexagone MMA, on remplit un stade, on est quasiment à 40 000 personnes. Donc c'est une vraie performance, une vraie fierté, parce qu'on le sent dans l'énergie que... on voit Mathieu Leto, on voit Théo. Ça devient des figures maintenant incontournables du MMA français. Et c'est aussi, on va dire, le but d'Hexagone MMA. Voilà, c'est de donner un maximum de lumière aux athlètes. Mais on est une machine qui évolue tout le temps. La version 2026 d'Hexagone MMA sera encore plus puissante. On a vocation, bien entendu, à garder nos pépites, nos champions. Et je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on va lancer un grand tournoi en 2026 dans 4 catégories différentes avec un prize money de 100 000 €. Donc c'est quelque chose de colossal qui n'a jamais été fait en France. Okay. Donc voilà, je l'annonce ce soir. C'est sur quelle catégorie? Comme ça, on a l'info. Alors on aura déjà les 70, les 84. On aura d'autres catégories qui sont en train d'être déterminées. Et tu dis 100 000 € de prize money, c'est-à-dire que comment ce sera réparti? Ce sera 100 000 € pour le vainqueur. Gagnant gagne 100 000 €. Le vainqueur gagne 100 000 €, chèque de 100 000 €. On a envie vraiment de montrer voilà, que ça se passe à Hexagone MMA. On remplit les salles, on a envie que les combattants participent à cette compétition. Quand je dis les combattants, c'est les combattants d'Hexagone MMA, mais c'est les combattants d'autres ligues. Donc je m'adresse à absolument tous les combattants de France et à l'extérieur de la France. Voilà, on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France. On va remplir des salles avec ce concept. On remplit déjà nos salles, donc on a vraiment l'ambition, alors j'allais dire d'être les numéros 1, mais j'estime aujourd'hui qu'on est les numéros 1 en France. Numéro 1 en France, c'est Hexagone MMA pour Jérôme Poroute. Johan, est-ce que là il parlait, Jérôme, de 100 000 €. Je ne sais pas si les sommes gagnées pour une médaille d'or, par exemple, au championnat du monde, sont divulguées. Est-ce que tu peux dire ce que ça représente? Ça fait 40 000 à peu près. 40 000 € quand tu gagnes un championnat du monde. Ok, et sur les autres compétitions, du coup, c'est un peu par ordre de grandeur. Si tu gagnes un championnat d'Europe, ça va être 20 ou 30 000, en gros, ça ressemble à ça? Non, le championnat d'Europe, c'est moins. C'est moins. Le championnat d'Europe, ça doit être 10 000 par là. Ok, ah oui, donc c'est beaucoup moins. Donc les championnats du monde, ça reste ce qui est de mieux à gagner. Est-ce que, par rapport aux images qu'on voyait aux combattants qui sont chez Hexagone MMA, il y en a que tu connais? Tu disais Walid Tandia, tu connais. C'est lesquels qui te parlent le plus, toi? Je connais de l'Hexagone MMA, je connais Walid Tandia. Greg MMA, certainement que tu avais dû... Ouais, je vois Paul Dena, je vois Théo Ulrich. J'aime bien Théo Ulrich, j'ai bien aimé son entrée Walking Dead là. Ouais. Ah ouais, c'était super stylé. Ouais, c'était lourd. Amin Ayoub, quand il est rentré avec la motocross, t'as pas vu? C'était stylé, ouais. T'as assisté à un événement Hexagone déjà? Je suis allé à l'Hexagone le jour où Paul Dena il a combattu contre Landouzi. Exactement. En janvier à Paris alors. Exactement, et c'est grave bien d'ailleurs. C'est le jour où d'ailleurs Ulrich il est rentré sur Walking aussi. Ouais. Et j'avais kiffé aussi l'entrée de Walid Tandia où il est rentré sur On va les buter, tout c'était stylé. Mais c'était ce jour-là aussi. J'ai kiffé, ouais, c'était lourd de ouf. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que quand tu parles de MMA, pour l'instant, tu as parlé aussi principalement du cadre qui entoure le MMA. C'est là où la vraie différence dont on parlait tout à l'heure avec le judo, c'est que le MMA, tu retiens beaucoup ce qu'il y a autour aussi. En fait. C'est vrai, parce que j'ai pas... C'est tout ce que tu peux pas voir au judo, en fait. C'est vrai que j'ai pas dit, il s'est pris un KO et tout. Non, même pas. Ouais, on voit Landouzi, Paul Dena, justement, où tu étais au bord de la cage pour voir le combat. Ouais, non, c'était un beau combat, ça. Hein. Franchement, c'était un beau combat. Les deux, ils avaient un bon niveau, franchement, j'ai kiffé. Ouais, c'était le plus gros, peut-être, combat amateur jamais organisé en France, en tout cas en termes de... Est-ce qu'on peut même dire, alors je peux faire le combat, ouais, vas-y. C'est vrai qu'en France, on a vraiment et c'est vrai que le judo, c'est pareil, une vision assez pyramidale avec les amateurs en bas et les pros, et c'est quelque chose qu'on a envie de reproduire chez nous aussi, parce que les Landouzi, les Denis Navarro, clairement, c'est les stars de demain, et c'est une vraie joie de les voir performer chez nous. Voilà, on voit des images, c'était un combat extrêmement attendu, peut-être l'un des combats les plus attendus de la soirée. Clairement. Et c'est vrai, ça a délivré, on s'est vraiment régalé parce qu'au niveau technique, c'était un très beau fight. Ouais. Moi, j'en garde de très bons souvenirs. Ça, les gars. Pour contrer la lutte, des fois, le judo, ça marche bien. Toi, mais Paul vient du judo, ouais. Et tu dis que tu te... Ah, il vient du judo, lui? Oui. Ah ouais? Tu t'entraînes, tu disais tout à l'heure, tu t'entraînais aussi un peu en lutte. C'est dans quel but? C'est vraiment pour faire autre chose ou alors ça t'apporte quelque chose dans ton judo, t'entraîner en lutte? Moi, j'aime trop le combat. Moi, ça veut dire que c'est vraiment du pur loisir. J'aime bien faire sans kimono. Tu vois, je vais dans des clubs, des fois, je fais comme ça pour m'amuser.
Que lutte. T'as jamais essayé tout ce qui est jiu-jitsu brésilien, grappling? Non, jiu-jitsu brésilien, non, mais après, je fais déjà beaucoup de sol au judo. Ok. Je fais beaucoup de sol. Mais grappling, il n'y a pas. En fait, grappling, il n'y a pas beaucoup de clubs de grappling. J'en connais pas en tout cas. Ouais, je vais t'en donner quelques-uns. Vas-y. T'as déjà tourné avec des combattants MMA ou pas? Non. Jamais. Et t'as jamais non plus été appelé pour une prépa d'un combattant MMA sur une spécification judo? Non, jamais. Non, pour l'instant. Et c'est un truc que t'aimerais faire, qui te plairait de faire ou pas tant que ça pour le moment? Bon, un jour, je le ferai, je pense. Pour l'expérience. Non, mais je sens, plus on t'entend parler, plus je sens quand même, tu dis qu'un jour, pourquoi pas basculer vers une autre discipline? Non. Non, tu me dis. Attention, là, t'es sûr? Elle a fait du judo en fait. Non, mais. C'est pas vrai. Regarde, il bouge le doigt comme ça. En fait, vous voulez en venir. Je sais pas, Jalito, ce que t'en penses. Mais Moi, j'aimerais bien le voir. Non, moi, je suis un judoka. Ouais. J'aime trop mon art. Ça veut dire que c'est un art. Je vais aller au bout de mon truc. Ouais. Non, mais lui, c'est différent des autres judokas. C'est un judoka qui est champion du monde. Vice-champion olympique. Ouais, il n'y a que les féminines qui ont fait ça. Je vais tenter un truc. Ouais. On me dit quand même que Teddy Riner, on lui aurait proposé potentiellement 15 millions pour aller à l'UFC. Est-ce que 15 millions, j'y vais tout nu, gros. Ah voilà. Ouais, je veux pas parler. 15 millions, c'est du direct. Ouais. Ouais, c'est du direct. Et donc quand tu disais, je suis un vrai judoka, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains arguments qui pourraient te faire basculer de l'autre côté, quoi. T'as déjà essayé de faire un peu de striking et tout ou pas? Ou jamais? C'est striking. Je fais pas de striking. T'as jamais essayé? J'ai jamais fait striking. Ok. J'ai jamais fait striking. Mais pour 15 millions, tu vas quand même. Sans striking, j'y vais sans striking. Mais je sais que je pense que je peux me débrouiller. Jérôme, j'ai que le stylo, j'ai pas le chéquier. Si tu veux signer un chèque pour ça fait beaucoup. 15 millions, je sais pas si c'est possible. 15 millions, tu prends un KO. C'est vrai. C'est quand pour 15 millions. Ouais. Quand justement il y a les rumeurs de Teddy Riner qui pourrait basculer en MMA, passer à l'UFC, toi c'est un truc dont tu avais entendu parler. Est-ce que c'est un truc dont ton équipe de France vous avez aussi parlé? J'ai entendu, il y a eu des grands débats, ouais, si Teddy prend John Jones et tout, je me rappelle dans le il va se passer quoi? Moi je sais pas, je sais même pas me prononcer. Ah, mais après, Teddy, il est hors norme. Il est hors norme. Il devrait faire des cuttings pour des régimes pour passer à moins 125. Il peut pas être en moins de 120. Voilà. Tu vois, c'est ça le truc, il peut pas être en moins de 120. Donc c'est mort. Tu vois, donc la question, elle se pose pas en vrai. Ouais, à part s'il faut les super heavyweight, parce qu'il y avait la catégorie et juste jamais C'est ça, s'il faut les super heavyweight, par contre, ouais. Ça pourrait passer, ouais. Mais je pense que John Jones, il aurait quand même du mal à coucher le bonhomme, quoi. De toute façon, John Jones, il est plus à l'UFC, on va en parler dans 2 secondes, mais la question ne se pose plus. Jérôme, on va revoir 2025, donc les événements qui ont déjà eu lieu, les événements qui vont avoir lieu sur le reste de cette année. Pour le moment, il y a 6 soirées déjà programmées pour la fin de l'année. Est-ce qu'il y en a encore qui vont se rajouter dans ce calendrier? Alors, on va vraisemblablement retourner en Hongrie au mois de novembre. Ouais. Moi, je travaille déjà sur 2026, clairement. Le prochain objectif, c'est le Théâtre Antique d'Orange, qui est juste un endroit extraordinaire, magique. Les adjectifs et les superlatifs manquent pour un lieu comme ça. Donc on aura Samba Sima, on aura aussi les 2 gagnants de la télé-réalité qui avaient été diffusés sur une autre antenne, donc à savoir Corentin Roux et Océane Sanson, qu'on a récupéré, qu'on est très heureux d'avoir. Donc après, on va au Sable d'Olonne avec Alexandra Tekena face à notre championne Talita. On enchaîne aussi avec le Zénith de Paris le 19 septembre. Et là aussi, on va avoir l'ensemble de nos pépites sur cette date. Alors on n'aura peut-être pas forcément une ceinture, tellement on a envie de donner cette lumière que ces pépites prennent. On aura pas mal de surprises, donc je pense que ça va être encore une fois bien rempli. On vise un 3e Zénith de Paris rempli, donc c'est un exercice qu'on aime accomplir. Sur ce Zénith, pour le remplir, il faudra aussi des noms. Pour l'instant, t'as quoi pour constituer la carte? Alors, écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à remplir des salles, même en amont, donc ça, c'est une vraie joie, mais clairement, les personnes qui ont déjà pris des places, je peux leur envoyer clairement des signes de positif, et je pense qu'ils vont passer une très belle soirée. Ici, tu peux On a déjà annoncé Paul Dena, qui sera vraisemblablement en haut de l'affiche. Et après, on aura aussi peut-être Samba Sima, s'il ne se blesse pas, Orange, et d'autres combattants.
T'as un champion hein, aussi qui est Hexagone MMA, qui s'appelle Wilson Varela. Il y a des noms qui sont en train de circuler pour lui potentiellement. Est-ce que tu peux nous dire des choses aussi sur le prochain adversaire de Wilson Varela? Alors le mot que je peux te dire, c'est que tu es bien informé. Ouais. Ça se fera à Paris ou ça se fera peut-être sur une autre date. Ok, tu nous dis le nom alors. Contre qui est-ce qu'il combattrait Wilson Varela? Moi, quand tu m'as montré le stylo, l'encre n'est pas encore sèche, okay. Je ne peux rien t'annoncer ce soir. Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait combattre contre Amin Ayoub ou pas? Tu peux penser même contre d'autres combattants si tu le souhaites. Ok, pour l'instant, il n'y a rien de... Non, pour l'instant, après, c'est vrai que moi, j'annonce pas les combats qui sont pas signés, non pas par superstition, parce qu'il peut se passer tellement de choses, mais pour en revenir aux Zénith de Paris, vu qu'il s'agissait de ça... Je pense que ça va être un show marquant dans l'histoire d'Hexagone MMA et qui va être le début d'une nouvelle aventure. C'est vrai, Djalito, on a vu au fur et à mesure des années maintenant, même si c'est une organisation assez jeune, la manière dont ça s'est structuré, professionnalisé, et dont Jérôme, Laurent et puis toutes les équipes chez Hexagone MMA font les match-up, c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment du sérieux et que sur les années à venir, ça va continuer à se renforcer. Exactement, on sent la progression depuis les premiers... C'est une évolution qui ne s'arrête pas. Et on gagne en qualité, que ce soit sur les fights, sur la production, sur tout ce qu'on voit. Et franchement, c'est un bon signal. Moi, ce que j'attends et ce que j'espère pour Hexagone, c'est que ça dépasse ce statut de numéro 1 en France et que ça le devienne en Europe, que ça puisse concurrencer les autres organisations et que l'UFC vienne chercher des combattants qui sont à Hexagone pour les signer. Que je ne parle pas vraiment que de l'UFC, mais aussi du PFL et les autres grandes organisations internationales qui viennent chercher du monde chez Hexagone. C'est ce que je souhaite pour la suite d'Hexagone, c'est-à-dire qu'ils produisent tellement de qualité dans les shows, chez les combattants, que la planète entière est obligée de regarder. Donc, la première étape, c'est l'Europe, et pourquoi pas après devenir mondial. Ouais, pourquoi pas aller aussi... C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est-à-dire, quand on dit mondial, c'est aller sur d'autres continents, potentiellement aller aux États-Unis pour organiser des shows. Écoute, il ne faut pas se fixer de limites quand aller on au Japon. Aller au Japon, voilà. Ouais. On a vu Prince Anoala aller combattre aussi au Rising. Donc voilà. Il y a des choses qui peuvent se passer. On sait jamais de quoi l'avenir peut être fait. Pas faire d'annonce non plus, mais voilà, l'idée c'est qu'on construit vraiment un projet. On existe depuis 2021. On a eu un cap qu'on a choisi de poursuivre, de suivre. Et aujourd'hui, voilà, comme je le disais, l'Hexagone MMA 2025 ne sera pas celui de 2026. Et voilà, va falloir nous suivre parce que, à l'image des tournois que j'ai annoncés avec un prize money à 5 000 €, on va avoir d'autres projets qui vont sortir et qui vont choquer pas mal de monde. Alan Landouzi, juste pour terminer sur Hexagone, il reste chez Hexagone. Il y a des projets qui sont déjà actés ou prévus avec lui? Alors comme je te dis, je ne parle pas des choses qui sont pas signées, mais projet. Alan Landouzi, prévu, projet. Moi, je peux te dire que plus globalement, tu serais extrêmement surpris des personnes qui nous contactent actuellement pour signer à Hexagone MMA. Okay. Donc clairement, on a le choix du roi. Je t'avoue, c'est très agréable en ce moment. Mais moi, j'ai juste un objectif, c'est de valoriser le sport que j'aime, qui est le MMA. Le MMA appartient absolument à tout le monde. Donc nous, on essaie de le faire vraiment avec les valeurs martiales dont tu parlais aussi. Donc voilà, nous, on est Hexagone MMA, on a vocation à montrer notre magnifique sport dans des grandes salles, dans des grands zéniths, et maintenant en Europe aussi. Donc montrons le MMA français partout en Europe. Voilà, et je salue aussi le travail de la Fédé qui est aussi colossal parce qu'en 2020, il n'y avait absolument rien du tout. Et en parlant aussi des saluts, je salue aussi mon équipe à Toulouse qui fait un travail colossal parce qu'on voit toujours la partie sportive, mais moins la partie de l'organisation et organisation, production. Ça doit être un sacré casse-tête. Voilà, donc je les salue à tous au bureau à Toulouse. Évidemment, tous les événements, vous pourrez trouver la billetterie, notamment sur le site d'Hexagone MMA. Et si vous voulez les voir, ça se passe à chaque fois sur